mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le dimanche 14 mai 2023. Il est 10h30 et nous allons vous accompagner jusqu'à midi. On est en direct avec vous pour une journée de sensibilisation, une journée d'information contre les dangers des drogues et des stupéfiants. Alors, un programme spécial aujourd'hui sur votre chaîne Canal Algérie et bien sûr votre émission Ma famille, ma vie y prend part. Alors, le thème du jour est le suivant, toxicodépendance, le fléau rampant. Donc si vous voulez participer à l'émission, vous le pouvez, vous aussi, en nous appelant tout simplement au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, vous pouvez nous appeler, nous poser des questions, témoigner. On est là justement à votre service. Alors, on parle aujourd'hui d'addiction pour éviter de stigmatiser les consommateurs de substances psychoactives. Si auparavant, les consommateurs de drogue étaient considérés comme des toxicomanes, délinquants dangereux, aujourd'hui, ce sont des malades qui font face à une dépendance, une maladie chronique qui touche de plus en plus de jeunes, une cible de choix pour les trafiquants. Alors, comment protéger nos enfants de ce fléau? Comment les accompagner? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau Dr Farah Zeizia. Vous êtes médecin spécialiste en psychiatrie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec nous aussi Dr Sonia Benali. Voilà, directrice adjointe à la clinique CGSA, vous êtes psychologue, spécialiste en addiction. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir, Monia. Le plaisir est partagé comme à chaque fois. Avec nous aussi, commissaire Jazia Iga, vous êtes commissaire de police à la DGSN. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Avec nous aussi, monsieur Rachid Difallah, vous êtes président de l'association La Voix des Jeunes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie de l'invitation et je suis honoré d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de toxicomanie, on parle d'addiction parce que les personnes sont victimes. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est qu'une addiction, docteur Benali? Alors l'addiction, c'est la perte de contrôle sur le comportement. C'est pour ça que ces personnes-là ont besoin de nous. Parce qu'ils n'ont plus contrôle sur leur comportement, ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont victimes, ils deviennent des malades, comme vous l'avez cité au début. Voilà, donc ce sont des victimes, ce ne sont plus des toxicomanes. Pourquoi on ne dit plus toxicomanes, drogués? Ils souffrent énormément. Ils sont constamment dans le conflit de vouloir arrêter et la difficulté de faire face au manque aussi. C'est pour ça que nous, on est là justement pour les aider. Justement, les aider et puis l'accompagnement aussi et des accompagnateurs, on va dire, des membres de la famille, du conjoint, de la conjointe, des parents aussi est importante. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui doit justement accompagner la personne addicte. Effectivement. Nous, à la clinique CGSA, on travaille toujours en collaboration très, très étroite avec tout l'entourage de la personne. C'est très, très important qu'ils soient là pendant sa cure de désintoxication, qu'ils le suivent. Et même après, il y a des conduites à tenir pendant le suivi, les cures. Il faut savoir qu'on reçoit plus de 5000 addicts en 5 ans. Tous font un suivi pendant presque une année. Donc, si son entourage n'est pas là pour le soutenir, à un moment donné, il va lâcher. Donc, la famille est très importante et l'équipe pluridisciplinaire au niveau de la clinique aussi, elle est encore beaucoup plus importante. Il y a plusieurs armes aussi pour traiter. On a tout ce qui est médicamenteux, on a la thérapie, on a la RTMS qui aide énormément. Et sans oublier le suivi après la cure. D'accord. Et puis le suivi aussi des accompagnateurs, n'est-ce pas, docteur? C'est aussi important. Eux aussi, ils doivent aussi être aidés. Bien sûr, les accompagnateurs des personnes addictes. Exactement. Bien sûr, on est là pour les orienter, pour leur expliquer comment se comporter avec la personne addicte, comment essayer de l'aider, comment ne pas la juger, la stigmatiser et au lieu de ça, essayer de comprendre sa souffrance et pour pouvoir la soutenir par la suite. Bien sûr, on est là pour les accompagner dans cette démarche thérapeutique. Alors aujourd'hui, ce fléau touche encore de plus en plus de jeunes, n'est-ce pas, commissaire? Est-ce que vous avez les dernières statistiques? Parce qu'on va dire, auparavant, on pensait que c'était surtout les plus âgés, on va dire les plus adolescents et adultes, qui étaient, c'est ce qu'on pensait, qui étaient le plus touchés. On pensait que c'était surtout des délinquants aussi, ou on va dire d'une certaine manière, c'était les personnes qui étaient ça ne touchait pas toutes les classes, on va dire ça. Et puis les filles, on ne pensait pas que les filles aussi étaient touchées. Est-ce que vous avez des statistiques un petit peu pour nous dire comment ça a évolué? Qu'en est-il aujourd'hui?
Je vais vous donner des statistiques par sexe et par tranche d'âge, oui, plus précisément. Au lieu de donner la totalité de l'année en cours, notre service de police a enregistré durant l'année 2022 c'est en général 97 863 de personnes interpellées. D'accord. Parmi eux, on a Ces personnes-là interpellées, c'est plus des consommateurs, des revendeurs, des trafiquants, ou c'est un chiffre global? C'est un chiffre global. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, durant l'année 2022, on a enregistré une quantité de drogue saisie par les services de la Sûreté nationale. Je vais donner le chiffre. Oui, on a 5 tonnes et 35 kg de saisie de résine de cannabis, 25 kg et 659 g de cocaïne, 8 kg et demi d'héroïne, 7 207 760 comprimés de psychotropes. D'accord. Quelle est la stratégie de lutte contre ce fléau, justement, qu'applique la DGSN, la police, justement? Comment que ça se passe? La DGSN a tracé un acheminement de programmes. On le pratique, c'est Oui, bien sûr. Allez-y, mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de souci, tranquillement. On va revenir vers vous, il n'y a pas de souci, mais justement, monsieur de l'association la Voix des jeunes, monsieur Rachid Fidallah, vous aussi vous êtes sur le terrain, justement, et les associations sont très importantes, la société civile est très importante pour justement aider à éradiquer ce fléau. Qu'en est-il justement sur le terrain vous concernant? Comment que ça se passe? Notre stratégie pour l'année 2022 ou 2026, donc notre statut, c'est-à-dire l'objectif, c'est de parler de la prévention contre la consommation de la drogue auprès des jeunes. C'est ça le but de notre démarche. Donc c'est notre ligne de conduite. Donc c'est une règle. Donc jusqu'à 2026. Mais sans oublier aussi, c'est-à-dire qu'avec la spécialisation qui est entrée en Algérie, la dictologie, donc on travaille en étroite collaboration avec le CISA, ça c'est le centre d'intermédiaire des soins d'addictologie, qui se trouve au niveau de Borj el-Kifan et de Chiraga. Donc, c'est-à-dire, les jeunes qui veulent arrêter, c'est-à-dire si, mais on a reçu beaucoup de demandes, on a orienté pas mal des addicts au centre. Donc notre but, c'est de les accompagner. Et même, c'est-à-dire qu'on donne des conseils. C'est-à-dire que notre but, c'est-à-dire pour le moment, c'est le conseil et d'orientation des addicts. On parle plus de toxicomanes, mais on parle des addicts parce que l'addictologie, elle joue un rôle très très important dans le développement et ainsi l'accompagnement des addicts. Est-ce qu'ils se déplacent directement vers vous ou c'est vous qui êtes sur le terrain justement? Non, c'est-à-dire que nous avons mis en place un site web officiel de notre association qui est le www.south-shabab.dz et nous avons aussi Facebook, nous avons aussi une page, nous avons déflashé devant Facebook et nous avons le numéro de téléphone. Donc, ils nous appellent par téléphone. D'accord. Donc, on les prend en charge, on discute avec eux. Nous avons fait pas mal de sorties, comment dirais-je, de sensibilisation. Depuis 2013, depuis notre création. On a fait des portes ouvertes. La sensibilisation, ça se passe où exactement? Est-ce que vous vous déplacez vers les écoles? Est-ce que c'est des... comment que ça se passe? Comment vous vous organisez? Depuis que notre création, c'est-à-dire qu'elle a été créée en 2012, notre association, en tant que le but Intaha, c'est la voix des jeunes, c'est Nserho, c'est-à-dire la voix, donc c'est X à la voix et non la... Donc les jeunes ont besoin... Donner la parole aux jeunes. Donner la parole. Libérer la... Et tout est... Donc ça veut... La voix, on peut l'interpréter n'importe comment. Et c'est-à-dire que d'après ce que nous avons fait pendant l'Okhrin, on a fait un bilan. C'est-à-dire le bilan, comment les jeunes, est-ce que les portes ouvertes, ils sont nécessaires
chaque fois Mais malheureusement, quand on fait le bilan, on trouve que les portes ouvertes manquent quelque chose. C'est l'accompagnement. Oui. C'est les addictologues. Bon, on s'arrête ici, peut-être que... Non, mais il y a beaucoup de... C'est donc on va parler surtout de la... Justement, les CISA sont là, justement, pour accompagner... Oui, allez-y. Parce que Anna, pour moi, je défends ma politique. Et j'ai mis un projet j'ai transmis à qui de droit, au ministère de la Santé, à l'organe national de la protection de l'enfance, ministère de la jeunesse et des sports, le DGSN, on a déposé l'Ukraine. C'est pour leur montrer que, pour moi, je combats pour la dictologie, c'est-à-dire une fédération d'actologie, où le premier congrès, on va parler parce que c'est plus scientifique, c'est un suivi scientifique, parce qu'on ne peut pas programmer pour les addictologues sans la présence des addictologues. Quand je dis addictologie, on dit le sociologue, on peut dire le médecin généraliste, tout est, par exemple, le psychiatre et ainsi de suite, parce que c'est tout un monde. C'est multidisciplinaire, bon, chacun doit participer à cette étude. Eux, parce qu'ils travaillent directement avec les addictologues. Ils savent quel est le problème et quelles sont les causes. Il y a plusieurs causes. Quand on dit addictologie, ce n'est pas la toxicomanie. Pas forcément, le stress, surtout dans le pays, maintenant, le monde, c'est les anxieux. C'est-à-dire la plupart des gens, ils sont anxieux. Problème de logement, problème de la cherté. Il y a pas mal de problèmes. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, c'est aux spécialistes scientifiques. Donc, il y a une étude scientifique qu'on doit mettre en place et on doit, c'est à eux de faire des ateliers et des recommandations. Et en tant qu'association, nous sommes une force de proposition. On est là pour proposer, c'est-à-dire qu'on n'a pas le... mais vous êtes là justement pour proposer. Et voilà, c'est-à-dire qu'en tant qu'association, en tant que la société civile, on est là pour proposer donc on est en train de voir sur le terrain et les problèmes qui existent sur le terrain. Donc, en tant que, voilà le problème, et plus avec surtout la dictologie, elle joue un rôle, parce que là, c'est dans le monde, c'est la dictologie. Je défends la dictologie, les addictologues. C'est vrai. La dictologie est une spécialité très importante, surtout ces dernières années. On peut devenir addict à beaucoup de choses. Pas qu'aux drogues. Aujourd'hui, on parle bien sûr des drogues, mais l'addiction, ça peut commencer par une petite addiction, par exemple, au sucre, qui est maintenant considéré comme une drogue aussi, et qui peut se développer vers une autre addiction, n'est-ce pas, docteur? Oui. On a différentes addictions. On a des addictions à une substance, comme aujourd'hui, on est en train de parler de toxicomanie, donc aux différentes drogues, mais il y a aussi des addictions de comportement, des addictions alimentaires. Ça dépend. Il y a différentes addictions et ça se développe. Ça se développe, comme là maintenant tout ce qui est multimédia, les addictions aussi au téléphone et tout, etc. Tablette et tout ça. Mais tout ça, ça se traite. C'est ça la bonne nouvelle. Comment devient-on addict? Est-ce que tout le monde peut devenir addict du jour au lendemain ou c'est, on va dire, c'est du cas par cas, c'est des personnes qui sont un petit peu plus sensibles à devenir addicts, prédisposées plutôt à devenir addicts? Alors Mounia, moi je veux te parler de notre stratégie. Nous, on travaille sur un truc global. On traite l'origine à la clinique d'abord, l'origine de l'addiction, qui est souvent des troubles de l'attachement et des traumatismes de développement. On cherche l'origine parce que si on n'élimine pas l'origine, ça ne sert à rien de faire des cures de désintoxication, etc. Ensuite, on travaille aussi à réduire la souffrance de ces personnes pendant la cure de désintoxication. Donc, on l'installe confortablement, on respecte la confidentialité de la personne, on ne le juge pas, surtout pas. On fait de la guidance parentale avec tout l'entourage de la personne. Et bien sûr, quand il est hospitalisé à la clinique, on travaille en groupe aussi. Il y a des ateliers thérapeutiques. Et je vous ai parlé aussi tout à l'heure de la fameuse RTMS qui réduit la saturation. C'est quoi justement une RTMS? Alors, l'RTMS, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. C'est une machine spécialisée. On est les seuls à l'avoir en Algérie. On est les seuls qui l'utilisent pour les addicts. Elle fait partie intégrale du programme des addicts. Donc, elle est responsable de réduire la saturation, justement, pour que la personne ait moins envie d'aller consommer la drogue. Et même quand elle est en manque, elle pourra supporter déjà. Donc, le craving, il est là,
mais cette machine, justement, à travers différents protocoles et plusieurs séances, l'aide vraiment à tenir le coup. Et il ne faut pas oublier la partie du suivi thérapeutique. Et nous, on a même mis en place la partie activité sportive. On a une salle de sport, on a un coach sportif. La personne travaille à son rythme parce qu'on a des jeunes, des enfants, à partir de 13 ans. Le plus jeune patient qu'on a reçu à la clinique CGSA, c'est une adolescente de 13 ans. Drogue, pour une addiction aux drogues? Drogue dure. D'accord. Drogue dure. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui drogue dure et drogue douce? C'est pas finalement la même. C'est pas finalement la même chose parce qu'on peut-être commencer par une drogue douce, comme on appelle ça douce, mais une drogue est une drogue et ça conduit forcément. Ça part très très vite. Et on peut commencer par une drogue dite douce, mais et finir avec des drogues dures. En toute sincérité, en ce qui me concerne, moi je considère qu'une drogue reste une drogue, une addiction reste une addiction, une dépendance reste une dépendance. Maintenant, c'est les conséquences de ces drogues, c'est pour ça qu'on parle de douce et de dure, parce qu'il y a des conséquences beaucoup plus lourdes quand on prend de la cocaïne, quand on prend du crack, quand on prend quand on se pique, etc. Et des conséquences un peu moins quand on dit, par exemple, cannabis ou tabac ou autre chose. C'est tout ça, d'accord, exactement. Et justement, docteur Azizia, on parlait, est-ce que la question que j'ai posée à docteur Ben Ali, est-ce qu'on est justement tous égaux face à l'addiction? Est-ce qu'on est prédisposé à devenir addict? Qu'est-ce qui fait qu'on devient addict? Alors, il faut savoir que des consommateurs réguliers de drogue, ça existe, et sans pour autant être des personnes addictes. Donc, seuls 15% environ de ces consommateurs réguliers peuvent développer une dépendance par la suite. C'est parce qu'il existe des facteurs de vulnérabilité. Donc, il y a des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, des facteurs environnementaux qui font que la personne développe ou non un trouble addictif. Donc, si vous voulez que je cite certains facteurs de vulnérabilité, par exemple, pour les facteurs biologiques, il y a le pouvoir addictogène des substances déjà, parce qu'il y a des substances plus addictogènes que d'autres. Il y a aussi l'activation du système de récompense au niveau du cerveau, donc ce système qui est responsable de la sensation de plaisir et de la recherche du plaisir, qui va faire que le sujet, quand il prend les drogues, il va perturber ce système et va rechercher encore plus à consommer, à renouveler la consommation pour rechercher le plaisir du début. Et donc, il tombe dans ce cercle vicieux qui fait qu'il développe une accoutumance et donc il cherche toujours à augmenter les doses, à augmenter la fréquence de consommation. Il y a aussi le facteur génétique. Par exemple, la présence d'antécédents familiaux d'addiction peut jouer un rôle. Ça peut être héréditaire. Donc, si on a un parent qui est peut-être... C'est pas vraiment de l'hérédité. Voilà. C'est une fragilité. C'est juste un facteur de vulnérabilité. C'est pas une cause directe. C'est pas de l'hérédité. Pour vous dire que mon père, il était addict. Il était consommateur de drogue. Il est décédé à la prison d'Al-Harat. Les années 70. Donc, je suis un enfant de drogué, c'est mon père, mais je n'ai jamais touché à la drogue. Pour votre information, c'est-à-dire héréditaire, je ne crois pas que c'est... ce n'est pas héréditaire. Voilà, c'est pas héréditaire. Voilà. Ça peut être juste une piste. Exactement, c'est juste un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que quand on a un parent addict, on devient forcément addict. C'est pas ça. Non, le problème, c'est la personne elle-même, si elle est forte. Parce que personnellement, j'ai vécu pas mal. C'est-à-dire, qui m'a c'est votre... Oui. Vous avez vécu des événements dans votre vie qui ont fait que... Mais n'empêche pas que le caractère, c'est une personnalité. Oui, c'est du cas par cas. Je parle personnellement. J'ai jamais touché à la drogue et j'ai jamais touché, c'est-à-dire que même j'ai jamais, jusqu'à maintenant, et j'ai donc c'est pas vraiment héréditaire. Bien sûr. On peut dire que ça pourrait influencer l'enfant d'un côté ou d'un autre, soit dans le sens où on devient contre et on se bat contre ça, ou alors on peut être influencé dans le sens, oui, pourquoi pas. Non, parce que, madame, parce que donc, il faut voir, c'est-à-dire qu'il faut faire une étude.
C'est-à-dire le passé et le maintenant. Depuis 2013, c'est-à-dire que le problème qui se pose en Algérie, c'est-à-dire il faut voir aux des années 90. C'est-à-dire le terrorisme. Le terrorisme. Oui. Là, il y a quand même, il y a même un conflit. Il y avait il y a des événements dans la vie qui font qu'on devient un petit peu plus fragile. Qui a poussé les jeunes, qui a poussé la jeunesse Hadia de rentrer dans le traumatisme. Il y a pas mal de paramètres. C'est vrai qu'il y a des événements dans la vie. Le dernier événement, c'est la Covid-19, où beaucoup de personnes ont été... Voilà, il y a eu le Covid-19, il a joué beaucoup sur la consommation. Exactement. Parce que là, 2019, à 2021, les gens ne participent pas au sport, donc ça a augmenté. C'est vrai, le confinement fait que l'isolement, donc c'est l'anxiété, il y a le stress, il y a pas mal de paramètres que l'augmentation, je crois. Bien sûr, il y a de nombreux facteurs psychologiques aussi. Oui, docteur bien sûr, il y a des événements de vie stressants, il y a des charges émotionnelles élevées, un stress cumulé au fil des années. Il y a aussi des pathologies psychiatriques qui favorisent le recours aux drogues et le développement d'une dépendance, différentes pathologies comme les troubles anxieux, les troubles bipolaires. Il y a aussi certains troubles de la personnalité également. Et il y a aussi des facteurs environnementaux. Il y a la famille, les problèmes familiaux, une dynamique familiale perturbée favorise un peu les addictions. On peut dire que le rôle des parents est important. Bien sûr, la présence d'un modèle identificatoire adulte, donc c'est très important. Il y a aussi, par exemple, l'influence des pairs, l'influence des amis. Nous, par exemple, au niveau du CISA, on reçoit beaucoup de jeunes qui, quand on leur pose la question comment vous avez commencé à consommer, dans quelles circonstances, ils nous racontent que c'était pour ressembler aux amis, pour mieux s'intégrer dans le groupe. Voilà. Donc ils ont ce besoin d'appartenance et donc ils s'assimilent aux autres pour pouvoir être mieux acceptés dans le groupe. Il y a aussi la banalisation du phénomène de consommation de drogue. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. On trouve même parfois des chansons qui véhiculent certains messages implicites qui banalisent la consommation. Il y a aussi la facilité d'accès aux produits. Oui. C'est très important. À un certain moment, c'était justement difficile de s'en procurer. C'était dans les quartiers et c'était pas aussi accessible. Aujourd'hui, on voit ça même sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, commissaire? Est-ce que c'est beaucoup plus facile justement d'y accéder aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec cette technologie un peu qui nous dépasse aussi? Bon, il y a cette technologie qui est mal prise. Qui est utilisée à des fins malveillantes. Malveillantes, oui. Parce que même au niveau de... Parce que quand je rentre dans les réseaux sociaux, surtout TikTok ou Hadia, parce que surtout dans le TikTok. Oui. Surtout le TikTok, parce que quand on Facebook, plus ou moins. Oui. Mais le TikTok, c'est-à-dire il y a des amis qui parlent entre eux. Oui. 5-6 personnes qui parlent, c'est-à-dire qui discutent, ce genre d'une réunion. Et quand vous voyez, c'est-à-dire quand vous rentrez dans le TikTok, vous voyez des choses que... On va dire peut-être que parce que le Facebook, c'est plus les adultes, les parents sont sur Facebook, commencent à être sur Instagram, TikTok c'est encore pour les jeunes, on a du mal encore à s'habituer, donc on a du mal à contrôler. Moi je trouve qu'il ne faut pas trop diaboliser les réseaux sociaux, parce que c'est à travers ça aussi qu'on peut aider les jeunes. Ils sont tous connectés, donc c'est là qu'on peut donner l'information, c'est là aussi qu'on peut les attirer pour demander de l'aide et les informer aussi sur les dangers. Voilà. Il faut apprendre. Il n'y a pas que des dangers dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des dangers. Non. Il y a le bien et le mauvais. C'est-à-dire les réseaux sociaux, ils sont bien. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire pour communiquer. Ça a qu'un néfaste. Il faut savoir les double tranchant. Voilà. C'est double tranchant. C'est-à-dire parce que je rentre beaucoup dans les TikTok et je vois. Parce que même je travaille avec le docteur Belhadj, qui a fait des recommandations au niveau du TikTok. Et justement, c'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, sur les TikTok. Il faut augmenter la présence des experts justement sur les réseaux sociaux. On va continuer à en parler. Je vous propose tout de suite un micro-trottoir de notre journaliste Yasmine Blehidja et on se retrouve tout de suite après. Un problème international, c'est pas lié qu'à l'Algérie. Voilà, c'est les jeunes en 2023 en fait, ils sont désœuvrés. En fait, ils n'ont plus de repères, donc ils se tournent vers des drogues.
Et en fait, l'addiction, pour en sortir, il faut tout un tissu parental déjà, tissu éducatif, tissu en fait associatif. Et il faut que l'État a une grosse responsabilité là-dessus. Il faut mettre les moyens. Parce qu'en fait, les millions qu'on ne met pas aujourd'hui, on paye des milliards demain. Donc si on n'investit pas cette jeunesse, et comment les sortir de l'addiction, je pense qu'il faut savoir les écouter. Il ne faut pas les pointer du doigt. Et je pense que l'école a un rôle important dans le sens où elle doit expliquer les drogues, ce que c'est qu'une drogue et ce qu'elle peut engendrer dans l'impact familial. Parce qu'en fait, dans une famille, lorsqu'il y a un drogué, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et pour la famille, pour le quartier, pour la ville, pour le pays. Donc moi je pense que tous les adultes, et même nous en vérité, hein, lorsqu'on est dans la rue, normalement en bon père de famille, normalement on voit un jeune en train de se droguer, normalement on doit s'arrêter et essayer de lui expliquer. Inch'Allah, ce mois de Ramadan, en fait j'appelle tous les citoyens et les citoyennes, s'il vous plaît. En fait on a tendance à donner des sous et compagnie. Non, ils n'ont pas besoin de sous. Vous vous arrêtez dans votre quartier. Si vous voyez un jeune en fait addict à la drogue, invitez-le à votre table. Essayez de lui redonner en fait une famille et je pense Inch'Allah ça va s'arranger. Donc il y a deux volets, il y a un volet qu'on appelle volet préventif et il y a le volet curatif. Et il y a le volet aussi de l'État concernant, je dirais pas répressif, mais le côté plutôt coercitif. Pour le préventif, c'est sûr que ça se passe au niveau de la scolarité, de l'école en général et des parents aussi. Donc l'école se doit donc de former des jeunes et les jeunes, donc la génération montante, et de leur montrer à peu près donc c'est quoi disons qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et puis les initier, leur faire des cours et des gens qui vont venir les éduquer dans le sens pour leur montrer que ce chemin a un côté préventif. Il y a aussi le côté médical aussi, côté médecine. Donc là, il y a un rôle à jouer côté de la prévention au niveau médical pour, enseigner les dangers de ça, préventif. Ben, c'est sûr que, comme on disait, le côté aussi religieux au niveau des mosquées, donc il y a un rôle à jouer pour, faire en sorte que nos jeunes qui vont là-bas, donc les prêches, donc soient orientés. Alors juste un petit rappel, ce micro-trottoir a été réalisé pendant la période de Ramadan, comme vous l'avez bien sûr remarqué pendant le micro-trottoir. Alors commissaire Jazia justement Igerb, quelle est la stratégie de lutte qui est mise en place à la DGSN contre ce fléau? La stratégie mise par la DGSN, c'est au courant de toute l'année, c'est pas uniquement pendant les événements c'est pendant toute l'année que bien sûr, c'est un travail qui se fait pendant toute l'année. Donc on fait des campagnes de sensibilisation au niveau des institutions scolaires sous forme de conférences, sous forme de portes ouvertes. Donc vous faites de la sensibilisation au niveau des écoles, ça se passe où? Au primaire déjà, vous commencez au primaire, c'est au primaire, au lycée, même CEM. au CEM, et aussi les universités. Les universités. Comment que ça se passe justement avec les enfants? Est-ce que par exemple au primaire, est-ce qu'ils comprennent un petit peu le message? Est-ce que vous arrivez à leur faire passer le message? On essaye de faire passer le message. Oui, avec les enfants, c'est pas toujours évident. Voilà. Ils sont jeunes, on se met à leur niveau. À leur niveau, exactement. Pour qu'ils puissent comprendre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes, les statistiques que vous avez, est-ce que c'est plus les jeunes qui sont touchés aujourd'hui, plus de filles aussi qui sont touchées aujourd'hui? Maintenant, ce n'est plus que les garçons ou que les adultes qui sont sous l'emprise justement des drogues? Non, on trouve que les gens, ils sont plus touchés, ils sont plus... D'ailleurs, d'après les statistiques, je vais vous donner le chiffre global. Bien sûr, vous pouvez, bien sûr. Je vais vous donner l'année en cours. Alors,
Durant les 4 premiers mois de l'année en cours, désolée. Il n'y a pas de souci, mettez-vous à l'aise. Oui. Ma famille, ma vie, vous êtes à la maison, on est tranquille, Merci. tout va bien, on discute. En famille, exactement. Alors, durant les 4 premiers mois de l'année en cours, il a été traité 43 004 affaires et arrêté 515 personnes. D'accord. Donc, parmi, Entre il y a des jeunes, consommateurs voilà, et consommateurs, consommateurs et revendeurs, Revendeurs, trafiquants voilà. et tout ça. Est-ce Voilà. que il y a plus de mineurs que d'adultes? Non, on ne va pas forcément. dire ça. Non, pas d'accord. forcément, non. C'est pas forcément les mineurs qui Non, sont non. qui sont Non, les non. D'accord. Non. Bon, on enregistre 3 tonnes et 256 kg de résine de cannabis, 1 kg et 965 g de cocaïne, 1 kg et 440 g d'héroïne, 4 130 095 comprimés psychotropes. On enregistre un taux élevé pour l'utilisation de psychotropes. Psychotropes Voilà, surtout. parce qu'ils sont faciles à accéder, à être accédés. Voilà. Quelles sont à peu près les peines encourues, justement? On sait que pour les mineurs, il y a une proposition dans le sens où on peut soit suivre une thérapie. Une thérapie, voilà, une cure. C'est au niveau, les centres, les médecins, pour être suivis par les médecins spécialistes dans la toxicomanie. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Concernant le suivi, il y a dernièrement, le 20 mars 2020, le ministre de la Justice, de la Garde des Sceaux, a présenté à l'Assemblée générale, à l'Assemblée populaire, un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la prévention et la répression de l'usage du trafic du stupéfiant, c'est-à-dire la loi numéro 04-18. Oui. Donc, ce n'est plus la prison, c'est-à-dire ceux qui consomment la drogue. S'il veut arrêter la drogue, il sera orienté vers des centres spécialisés. Donc, il y a modification, c'est-à-dire complétant, c'est-à-dire que ce n'est plus la répression, mais ils peuvent aider le jeune, un consommateur, de suivre chez le CISA, le centre d'intermédiaire, donc ça dépend de l'orientation, tu as la justice ou la police, la sûreté nationale. Donc il y a une loi qui a été modifiée dernièrement le 20 mars, qui rentre en vigueur, donc elle est rentrée en vigueur normalement par les 2 chambres, donc normalement elle est en vigueur. D'accord. Voilà, concernant des consommateurs de drogue. À l'époque, c'est une répression, donc non, ce n'est plus la répression, c'est de suivre. Donc s'il veut arrêter, s'il veut suivre, il est pris en charge par l'État. Je crois. Oui. C'est le cas? Oui, c'est le cas. Je rappelle aussi le numéro de téléphone de l'émission, alors le 021 23 98 91. On parle aujourd'hui d'addiction aux drogues, ce fléau rampant justement. Si vous voulez témoigner ou nous poser des questions, on est là justement à votre service, et justement la police aussi a un numéro de téléphone gratuit où on pourrait peut-être... le numéro vert, 15, qui 48, est le 1548. Le 1548. Voilà, le 1548, c'est un numéro vert où on pourrait... c'est tout le monde qui peut appeler, c'est sous anonyme. D'accord. Voilà. C'est sous anonymat. On peut appeler pour dénoncer ou... Oui. Oui, exactement, Donc, oui. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est sous anonymat. Non, pas du tout. Parce qu'on a tendance à avoir peur, on se dit peut-être qu'on va savoir que c'est moi, donc on a peur un petit peu des répercussions qu'on peut avoir sur soi ou sur sa famille. Non, donc, il faut avoir une culture de dénonciation aussi. Hein. Il faut participer. Exactement, parce que... C'est-à-dire que le problème en Algérie, c'est le problème de ne pas participer. Donc ils ont peur. Par exemple, non, dans l'esprit... Dans l'esprit, voilà, mais ça ne va pas me toucher. Si je vais le dénoncer, c'est-à-dire que l'un des œufs, ils vont, c'est-à-dire... On finira par avoir mon identité. C'est ça, voilà, c'est les représailles. C'est la peur. Et donc ils ont peur d'être... C'est ça, je crois. C'est très important de respecter l'anonymat de ces personnes. Voilà. Il faut encourager aussi les personnes à dénoncer aussi. Sortir du silence. شوفي البروبليم en Algérie مازال كما قلت الصحة الحضارات
C'est que le problème, c'est une culture. C'est-à-dire que ça manque encore. Peut-être à l'avenir, ça va rentrer dans la... On espère. On est plus dans ça ne me regarde pas. Chauffez, madame. Oui, On est ça ne va pas me toucher, ça ne me concerne pas. Il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un peuple conservateur. Oui. C'est-à-dire, non, c'est ça. Donc, l'esprit, donc, un tabou. Il faut casser le tabou. Le problème, dans l'ancre, malgré le développement, mais on a toujours l'esprit, parce que le c'est un tabou. Donc, pas mal des gens, ils nous voient, par exemple, nous sommes des drogués, nous sommes des voix. Exactement. Oui. Même la personne qui souffre a beaucoup de mal à demander de l'aide. Elle a très honte de le dire, elle a très peur que ça se sache, que l'entourage change envers elle. Donc, c'est très, très important de préserver son identité, de l'aider et de l'accueillir, Nous, vous savez, souvent, à Hedra, c'est les familles qui viennent d'abord. Les familles, elles viennent d'abord. On évalue la motivation de la personne et par la suite, on essaye de les accueillir et de faire le travail d'hospitalisation. D'accord. Comment se rendre compte que son enfant, justement, est peut-être sous l'emprise d'une... Il y a des signes. Des signes. Quels sont ces signes, justement, docteur Azizia? Changement de comportement. Voilà, ils peuvent remarquer. Merci. Alors, ils peuvent remarquer un changement de comportement, un changement au niveau de l'humeur. La personne peut devenir très irritable, devenir anxieuse. Ils peuvent également remarquer une insomnie, parfois un comportement étrange lorsque la personne est sous l'effet des drogues, un comportement de désinhibition par exemple, où la personne n'a plus de retenue. Il peut aussi y avoir des conduites de vol. Par exemple, on commence à remarquer certains objets qui disparaissent à la maison. Il peut y avoir aussi des demandes excessives d'argent. Avec parfois de l'agressivité envers les parents si jamais ils ne répondent pas à cette demande. Donc tout ça sont des signes d'appel qui doivent alerter la famille. D'accord, et quelle est la première chose à faire? On en parle à son enfant ou on évite d'en parler? Parce qu'en général, surtout à la période d'adolescence, c'est une période assez compliquée. Enfin, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission Ma famille, ma vie, où c'est le moment de l'opposition aussi, où c'est le moment où je suis un adulte, moi aussi, et je sais ce que je fais. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir le dialogue avec l'adolescent. Est-ce qu'on va voir d'abord un spécialiste, comme vous le dites? Il faut partir vers les spécialistes parce qu'ils ne sont pas toujours réceptifs. Ils ne sont pas toujours conscients qu'il y a un problème. Vu qu'ils ont des conduites dangereuses, donc, comment lui parler, comment pouvoir lui expliquer ce genre de choses? Il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Il faut juste l'emmener voir un spécialiste, commencer directement une cure de désintoxication. C'est très important. Justement, la désintoxication prend combien de temps? Ça dépend. En général, c'est des hospitalisations de 3 semaines. On commence directement avec une... Sevrage, non? Pour faire le sevrage, oui. La durée qu'il faut pour que le patient fasse son sevrage. Ça dépend du profil, on va dire. Ça dépend de la personne, du diagnostic qui a été posé. Exactement. Par exemple, s'il y a des comorbidités psychiatriques ou autres, on peut retenir encore un peu plus le patient pour traiter ces comorbidités pour avoir un résultat optimal. Justement, comment se passe le diagnostic? Est-ce qu'en général, surtout si c'est les parents qui viennent avec l'enfant, est-ce que l'enfant dit... J'aimerais pas stigmatiser ou autre chose, oui. Je vais vous couper Bark. C'est-à-dire avant que les parents viennent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'aval de l'intéressé. C'est-à-dire il faudrait d'abord que la personne, que l'enfant... Non, avant que... parce que je reçois beaucoup d'appels. C'est les parents qui m'appellent. Je leur explique. Est-ce que votre fils, il accepte d'être suivi par les spécialistes en déctologie? Ils disent oui. Un diagnostic doit être posé. La motivation doit être évaluée. C'est automatique. Et ça doit se faire. Mais en tant qu'association, je reçois beaucoup déjà de Constantine, de partout. Et de partout. Mais les parents, c'est eux qui prennent en charge. Mais avec l'aval de l'enfant. Oui, de la victime. Oui. Il faut que la victime ait de la volonté, que la victime veuille aussi s'en sortir. Voilà, il veut sortir. Donc, il demande à ses parents, soit son père, surtout le père, surtout la famille, Tanik. Il dit voilà, est-ce qu'il a, c'est-à-dire que lui-même, il accepte d'être suivi. Il dit oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le conseille.
et je l'oriente. Je connais 2 centres. Parce que c'est le plus important, c'est donc il habite où? Par exemple, c'est soit chez Raga, soit vous l'envoyez voilà, exactement. Ou bien il y a aussi Tanik à M. Abidat, c'est un centre, c'est comme le centre de Chaïd Kouli, parce que le même. Oui, c'est un centre privé. Le Abidat, M. Abidat, Rafi Bouchaoui. D'accord. C'est une association la sauvegarde de la jeunesse. Très bien. Je crois que c'est un prototype, donc vous connaissez très bien Hadarat, Taha Bouchaoui, Taha M. Abidat. D'après ce qu'elle est en train de dire, il a le même. Nous, ça fait 5 ans qu'on travaille avec les addicts. Ça fait 5 années qu'on est en train d'aider les addicts. On est une clinique spécialisée dans l'addictologie. Donc on reçoit beaucoup et énormément d'addicts tous les jours. Est-ce qu'on peut justement obliger son enfant à suivre une thérapie? Est-ce qu'on peut l'obliger à s'en sortir? Chef Monia, en toute sincérité, les parents nous demandent souvent de faire ça. Nous, on est une clinique libre, on travaille la motivation étape par étape. Quand la personne est prête, on la reçoit. Quand elle a envie de sortir, on ne la retient pas. On appelle la famille. Ce n'est pas une prison. Exactement. Au contraire, il y a beaucoup de confort. Il y a beaucoup de discrétion. Donc, on appelle la famille. On essaye par tous les moyens de retenir la personne, thérapeutiquement parlant, à travers les médicaments, tout ce qui est chimique. On essaye aussi de travailler avec la famille qui essaye aussi de le convaincre. Et quand on n'arrive pas à faire tout ça, on le laisse partir pour qu'il puisse revenir, justement. Parce que sinon, il ne va pas revenir, il y aura de l'opposition. Il va sentir qu'on le force à faire quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire. Donc, il faut essayer de comprendre ces jeunes aussi. Des fois, ils sont dans des périodes de pré-contemplation où ils ne sont pas prêts à une hospitalisation. Il y a un travail aussi qu'on fait en externe pour arriver justement à ce qu'ils acceptent ces cures de désintoxication, qu'il y ait un vrai résultat. Nous, on a un résultat de 80% quand la motivation et bien travailler. Quand c'est la personne qui veut arrêter, les résultats qu'on peut avoir de rechute, et il faut savoir que même la rechute fait partie de la cure. Parce qu'une fois qu'il a rechuté, il faut aussi le réhospitaliser quelques jours, évaluer l'origine de cette rechute, chercher les causes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un événement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été pas bien pris en charge, etc. Et reprendre le chemin du suivi et de la cure. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Ils ne peuvent pas rester comme ça dans un environnement où il n'est pas compris. D'accord. C'est une personne qui a besoin de prise en charge. Ce que je vous propose tout de suite, c'est un sujet de notre journaliste Farid Abdelmeslim qui s'est justement déplacé à la rencontre de victimes de cette addiction aux drogues au niveau de l'ESH de Cheraga, et on se retrouve tout de suite après. Depuis la dernière fois, le Doka, ça va. Une prise répétée de substances toxiques crée un état de dépendance psychique et physique. Ce genre de comportement conduit en général à une perte de contrôle sur soi. On parle de toxicomanie, l'état de besoin intense à une substance nocive. C'est la tendance qu'aura une personne à un moment donné de sa vie d'aller vers un produit ou un comportement à la recherche d'un plaisir dans un premier temps. Voilà. Un bien-être, un plaisir, un apaisement parfois, et il va avoir tendance à retourner vers ce produit de nombreuses fois à la recherche de ce plaisir jusqu'à en devenir complètement dépendant et à ne plus pouvoir arrêter, ce qui va le pousser ensuite à augmenter la fréquence de sa consommation et les quantités de ses consommations. Avant, on associait beaucoup les addictions aux délinquances, la délinquance. Actuellement, on reçoit toutes les classes sociales et tous les niveaux intellectuels qui puissent exister. أنا بديت نستعمل كنت صغير كنت نستعمل زطلة بديت صغير كان فيها مالي 14 13 شكون علمك؟ صحابي نشوف صحابي يستعملوها هكذا شغل تجيك هذيك الموبيل تجيك هذيك كنت نقرا مالك كنت بزطلة في الحومة كنا نكيفوا الزطلة بصح ماشي كل يوم ما كانتش شاده فينا كنا دون طون نجيبوا الزطلة هكذايا نزطلوا ونريحوا ومن بعد كي كبرنا شويه لحقنا الليسي ونشربوا الكاشيات كاين بزاف انواع الكاشيات ومع ذاك اون 2018 بديت لا دروغ ديالي شفت صاحبي كان معاه واحد صاحبي كان يستعمل هاد لا دروغ ديالو شفتو هو كيستعمل هذيك لا دروغ هو شفتو شغل
شغل شتو بلانا بزاف تخلوها بزاف سيدها دير لي فوميسمون دير البلاناج ودير العفايس واحد اخرين الحكه تحكمك الحكه تحك فيه لحمك مع ذاك اون 2020 اللي ولات شاده فيها وليت نستعملها كل يوم وليت ننجكتيها وليت انجكتاب وليت نديرها انجكتاب حسيت روحي عند دوطخ دوز ان اوتر موند شغل احساس ما نقدرش نحكي لك عليه الاحساس هذا كاع شغل وليت مطروش كاع يديك شغل زيد تخلط مع الكاشيات وليت مطروش كاع يديك ما على باليش كاع وراني حلات لي باسكو الخلوه هذاك حلات لي وليت نحوس عليه كل يوم وليت نستعمله كل يوم حتى ما شدت فيا حتى في راسك باش كنت تقرا في الليسي كنت فت الليسي خلاص كنت كملت الليسي دخلت لافاك انا جبت الباك تاعي ماشي جبت الباك درت شغل حاجه فوق الباك شغل درت اون فورماسيون كلي ديت الباك بلس 3 دخلت شغل تخسرك هي ترجعك شغل تخسر 1 تخسر لك لا بيرسوناليتي تاعك ترجعك ماشي نقي تولي ما تبلونشيش لروحك ما تحبش تلبس ما تحففش العباد يتجبدوا عليك يشوفوك بلي انت انسان عيان يخافوا له كيما انت كانوا هكا مشاكل بزاف وهذيك دوك من واحد لواحد يعرفك ديجا انت تحاول تهرب من هذه الحاجه من المشاكل بزاف يباو شنو يقول لك انايا نعرف واحد ومنا ودوك تنسى وتتهنى وتولي فيفون محسوب وتفرح لو ديبي مي بدرت ديبي تاعي الكول ومن بعد مثلا حبست الكول بديت في الحشيشه هذه كنت تكيفها بروبوزاو لي خليك من الكول ويمرضك روح لهذه باش تنسى مثلا وزدت حبيت حاجه وقت اخر حبيت نزيد لها كاشيات علاه واش دير لك شغل نحسها ما كان والو شغل قليله حبيت نقوي فيها بزاف ومن بعد هذيك هي لافوت الكبيره خطات نطيح في ندوخ ما نقدرش نمشي تكون دوز كبيره بك دوخي تقدرش تحكم في روحك كامل وكا وليت شينت وسنية راحوا نتهطوا كاع نوصيهم باللي هذه حاجه ماشي مليحه تهبلك وتمرضك تشوفك مع الوقت دخلت تضحك وتفرح هكا ومن بعد تديك ديالك الهويه حياتك فسدت كيفاش فسدت بزاف L'application de ces substances est un trouble évolutif qui empire s'il n'est pas traité, d'où l'importance de savoir les premiers signes liés à la consommation afin d'apporter de l'aide le plus rapidement possible. Oui, l'aide est très importante justement. On peut s'en sortir, ce n'est pas toujours évident, mais il faut se faire aider. Alors nous avons reçu un appel de Myriam d'Alger, Myriam qui est avec nous. Bonjour Myriam. Ah, ça s'est coupé, c'est dommage. C'est dommage, nous avions... Myriam, si vous nous regardez encore, si vous pouvez nous rappeler, on est là justement pour répondre à votre question ou écouter votre témoignage. Alors, on vient de suivre le reportage Dr Azizia. C'est pas évident, la porte d'entrée vers ces drogues peut être banale. Ça peut être quelque chose de... Un ami qui nous dit, pour te sentir un petit peu mieux, je vois que tu n'es pas bien... Comment justement sensibiliser nos enfants, nos adolescents, c'est plus compliqué, justement pour ne pas tomber dans ce piège. On ne peut pas toujours surveiller nos enfants. Bien sûr. Au début, on n'a pas forcément conscience du danger et des conséquences négatives. Donc, on est curieux, on recherche du plaisir, donc c'est la nature humaine. Oui. Donc, on essaye. Au début, c'est la phase d'essai. On essaye, ça nous plaît, on réessaye encore. Et puis on tombe dans ce cercle vicieux et on développe une tolérance et parfois jusqu'à arriver à être envahi par les drogues. Donc il y a un total désinvestissement des autres activités de la vie. Donc tout ce que fait le sujet tourne autour de la consommation. C'est son objectif premier. Exactement, il se consacre entièrement à ça au détriment des autres aspects de sa vie. Et donc pour éviter ça, il faut un vrai travail de sensibilisation, de l'éducation. C'est multidisciplinaire comme vous disiez au début de l'émission. Il faut que les parents commencent à sensibiliser leurs enfants dès le plus jeune âge, très jeune, leur parler, surtout souvent les communiquer. Adolescents qui sont une catégorie très influençable et très vulnérable. Donc il faut faire un travail au niveau de la famille et au niveau des écoles également, comme disait le monsieur du VTR tout à l'heure. Très bien. Alors tout de suite, nous avons récupéré Myriam d'Alger. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci de nous avoir appelés. Ça va, vous allez bien?
Moi, ça va, oui, merci. Je voulais simplement poser la question par rapport à la justice. Quand on dit que la consommation de cannabis est interdite, est-ce que c'est dehors simplement ou chez soi aussi? D'accord. Alors, très bien, on va essayer de répondre justement. Est-ce que la consommation est interdite sur la voie publique ou elle est interdite partout, même à la maison? Mais c'est logique. C'est logique, ça reste... C'est interdit. C'est interdit, Bien que ce sûr. soit à la maison Bien ou sûr. à l'extérieur, dans son Bien jardin, perché sur un arbre Bien ou sûr. autre chose. Voilà. La consommation de drogue est strictement illégale et interdite. Voilà. D'accord, bah, très bien, merci. Non, c'est bon, c'est une bonne C'est bon, question. c'est bon à savoir C'est une parce bonne que- question, mais on doit la répondre. Comme par exemple pour la cigarette qui est interdite dans certains endroits, on se dit peut-être Voilà, que la consommation de drogue est peut-être illégale que sur la voie publique. Parce qu'il y a Et certains pays aussi qui la rendent Légal. légale. Voilà, D'où ces malheureusement. questions. Contrairement à nous. Hein. Mais attends, avec médicalement, avec des doses, c'est-à-dire médicalement et suivi. ماشي هكذاك درك. Dans d'autres pays qui sont l'Allemagne ou là, mais suivi, c'est-à-dire avec des doses, avec une ordonnance ou quoi. C'est pas. Oui, la thérapeutique. La thérapeutique, Oui, voilà. voilà. C'est ça, je crois. Mais Vous êtes mieux placé il y a que des moi. pays qui commencent à légaliser la consommation libre de cannabis, pas que le cannabis médicinal. Donc, D'accord. Ça On n'y est pas ça et nous heureusement concerne que ce n'est pas le cas oui, ici. c'est hein. pas le cas Des pour études. nous. Il ne faut pas avancer juste des choses comme ça. Voilà, Ça reste voilà, vraiment on quelque fait chose pas de plus. cadré. Oui, Voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on cadre, effectivement. exactement. Très bien. Donc, c'est interdit. Voilà. Strictement interdit. Strictement Point final. interdit. Point final. Point final, on n'en parle plus. Voilà. Très bien. Donc, on parlait justement de l'addiction, de parler à ses enfants, commencer à communiquer. La communication est très importante dans une famille. Il faut toujours communiquer avec ses enfants. Ne pas forcément les réprimander s'ils viennent nous dire que voilà, ils ont un ami qui peut-être fait des choses qui ne sont pas très justes, très correctes. Donc, il ne faut pas être plus là dans la réprimande, dans la punition. Il faut plus être là dans la communication. Comment que ça se passe? Oui. Bien sûr, il faut essayer de comprendre d'abord le fonctionnement de son enfant. Est-ce qu'il est influençable? Est-ce qu'il est, au contraire, il peut compter sur sa confiance en soi pour éviter ces problèmes de consommation de drogue? Il faut essayer de lui dire qu'on est là pour lui, qu'on le soutient si jamais il y a un problème, que si jamais il tombe dans le piège des drogues, on sera là pour lui, pour l'accompagner dans son combat, dans le combat de sortir de la consommation. Donc la communication, comme vous dites, est très importante avec les enfants, mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui communiquent, des parents compréhensifs. Voilà. Donc il ne faut pas oublier aussi ces personnes-là qui ont des difficultés, qui ont un facteur de vulnérabilité de plus que les autres et qu'on doit également essayer de toucher par les différentes campagnes de sensibilisation. Oui. Voilà. Et même la famille, c'est-à-dire qu'il faut avoir un équilibre au niveau de la famille. C'est-à-dire que soit la mère, elle est gentille avec son fils, ou le père, parce qu'il a un équilibre. C'est-à-dire les deux, c'est pas bon. Être sévère les deux, il n'y a plus de communication, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il peut aller vers la drogue. Et plus, par exemple, aussi, c'est-à-dire... Il y a des parents, justement, qui veulent acheter le bonheur de leurs enfants avec de l'argent de poche, avec ce genre de choses. Je lui offre tout ce qu'il veut. Il a besoin de quoi? Alors qu'il a besoin juste de son parent. Je fais une goutte, parce que ce qu'il a parlé tout à l'heure, l'expérience que j'ai avec mes enfants, c'est-à-dire qu'il faut leur donner l'attention et l'amour. Et je suis très sévère avec mes enfants, mais je suis très sévère. Mais leur maman, elle est très très ouverte. Donc il y a un équilibre. Et en plus de ça, quand je rentre du travail, il faut que mes enfants à 18h ils connaissent pour que je les vois tous. C'est-à-dire être sévère. Et je leur dis, à toute franchise, voilà, vous êtes sous ma responsabilité jusqu'à 18 ans. Quand vous aurez 18 ans, c'est bon, parce que dans l'adolescence, si on prend notre enfant, on le traite avec la communication, avec l'amour, quand il dépasse les 21 ans, c'est bon, vous pouvez le laisser. Parce que l'enfant, il faut le suivre, l'adolescent, il faut le suivre jusqu'à 21 ans. C'est mondial, c'est-à-dire c'est une étude mondiale. Un adolescent, s'il dépasse entre 15 ans
et 21 ans, s'il est bien pris en charge, soit par la famille, soit par l'environnement, j'en suis sûr et certain qu'à l'âge de 21 ans, c'est un cas très très rare où il touche la drogue. Donc, le but, c'est-à-dire c'est de prendre en charge de 10 à 21 ans. C'est-à-dire, c'est le plus difficile. C'est la préadolescence, l'adolescence, une période critique. C'est une période critique où les enfants se rebellent, pas tous, hein, se rebellent aussi, et puis il y a l'influence des amis, il y a l'influence de l'extérieur, de la rue, de pas mal de choses, et puis les réseaux sociaux aussi qui n'aident pas. Donc la communication est importante. La famille, la première c'est la famille qui joue un rôle très très important. En plus de ça, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, c'est des associations, c'est la mosquée, il y a tout un monde derrière. Et on va continuer à en parler. On a encore le temps, on est là jusqu'à midi. Alors, je voulais vous remercier. Alors, commissaire Jazia Igar, vous êtes commissaire de police à la DGSN. Merci pour votre participation. Merci à vous aussi. Vous avez des obligations, on doit vous libérer. Merci à vous, c'était un plaisir aussi. Le plaisir est partagé et à très bientôt. Inch'Allah. On se retrouve juste après ceci. Sur le plateau de votre émission Ma famille, ma vie, aujourd'hui, on parle des addictions aux drogues, comment s'en débarrasser, comment combattre ce fléau. Donc, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Posez-nous des questions, témoignez. On est là justement à votre service. Et nous a rejoint sur le plateau Monsieur Mehdi Abbès. Vous êtes membre de l'association AIDS. Bienvenue à vous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tout le monde. Merci pour ce débat, ce grand débat, cette invitation. Voilà. Je suis Mehdi, représentant de l'association AIDS Algérie. Voilà, c'est l'association, c'est pas juste SIDA AIDS, c'est l'association d'information sur la drogue et SIDA. Voilà. On vous a reçu, on a l'habitude de recevoir votre président, on l'a déjà reçu 2 fois voilà, sur le plateau. Aujourd'hui, c'est vous. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre association, de son action sur le terrain aussi? Très bien. Alors, c'est l'association AIDS Algérie créée en 1999 jusqu'à aujourd'hui. Elle est active. Voilà. Elle a commencé dès le début tout ce qui est information sur la drogue. Et maintenant, c'est drogue, sida et infections transmissibles. D'accord. Voilà. On fait de la sensibilisation. Oui. Donc, avant de faire la sensibilisation, on a formé plusieurs intervenants de terrain, donc des éducateurs de pair, femmes et hommes. Voilà, sur l'information et communication. Donc, sciences IEC, information, éducation et communication. Voilà, on travaille avec des populations vulnérables. Donc, on fait des femmes en diversité, usagers de drogue injectables, les migrants et les personnes vivant avec le VIH, les PV VIH. D'accord. Voilà. Et en sensibilisation, ça se passe comment?
Vous organisez des portes ouvertes, vous vous déplacez vers les écoles. On ne déplace pas vers les écoles. Oui. Mais ce serait bien de commencer à se déplacer vers les écoles. Je pense que tout le monde devrait le faire. Pas que les associations, hein, la police, tout le monde. Oui. Actuellement, on est avec les cités universitaires et l'université carrément. Oui. D'ailleurs, prochainement, nous avons le mercredi, je pense, à l'université de l'ITFC, à Benaknoun. Voilà, donc nous avons une journée de sensibilisation puisqu'on a dépassé la semaine de toxicomanie. Donc en retard, on va la faire avec eux. Il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard. Même en retard, tous les jours, il faut en parler, justement. Exactement. Oui. Donc on fait ça. Voilà. Justement, comment ça se passe une journée de sensibilisation où vous parlez aux jeunes, vous leur posez les questions? Est-ce que c'est eux qui plus vous informent que vous les informez? Vous essayez aussi d'avoir des informations de leur côté? À chaque fois, on apprend. Oui. Par exemple, je parle de moi-même, à chaque fois j'apprends avec eux. Je découvre donc tout ce qui est les substances avec eux, comment ils font, comment GDA, quand, avec qui, en groupe, individuel, de personnes binômes, trinômes, etc. Comment ça se passe. Donc à chaque fois je découvre. D'ailleurs, je deviens expert avec eux sans être consommateur. Ah bah très bien, justement, c'est grâce à eux, en comprenant ce qu'ils vous disent, leur comportement, que vous apprenez et que vous pouvez aider d'autres personnes. N'est-ce pas? Exactement. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui étaient touchés? Il y a plein. Donc on ne va pas dire 1 ou bien 100, il y a plein. Si je me permets, je ne vais pas choquer l'audience, mais on va dire à 99%. Je ne vais pas tromper tout le monde. Alors nous avons... Parce que quand on dit la consommation, donc il y a consommation dure et légère. Et légère. On va y revenir dans un petit moment. Nous avons un appel, nous avons Nassera qui nous appelle de Paris. Nassera, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, alhamdoulilah. Même si un peu en retard, donc je vous dirais comme Mabrouk. Merci, Sahaïd, comme aussi. Il n'est jamais trop tard pour souhaiter pas grave, une bonne fête. Mais heureusement, il y a un autre Aïd, donc j'anticipe un peu. Merci beaucoup. Alors oui, on vous écoute. Voilà. Donc moi je voulais juste intervenir en fait et juste attirer l'attention au fait des populations, en fait de la société, que la personne au fait addicte, que ce n'est pas juste une personne, un individu au fait qui fait ça par ses propres moyens. Après tout, ça reste une maladie. C'est un malade. Le rôle de la société au fait, c'est que la sensibilisation par rapport à mon opinion, c'est que cette sensibilisation soit au fait orientée vers la société, vers les individus, et que ces personnes au fait qui soient compatisants, qui soient à l'écoute, qui soient au fait très préoccupés par rapport à cette problématique où notre concitoyen, que ce soit notre fils ou notre voisin ou autre, avec une aide, avec une très bonne écoute, que les préjugés. Parce que, voilà, donc après nous, notre culture en général, il est drogué, il est dangereux, il ne faut pas lui approcher, il ne faut pas ceci. Et la personne, elle soit complètement isolée, préjugée par ses voisins, par ses amis, et complètement exclue. Et du coup, donc, ça ne peut que lui apporter, au fait, une souffrance, plus, au fait, la maladie dont il souffre. Voilà. Oui, exactement, donc, c'est vrai. La sensibilisation, au fait, c'est super, en fait, et on vous remercie infiniment par rapport aux émissions, par rapport au fait aux messages que vous passez. Il faut que les citoyens eux-mêmes doivent, au fait, jouer un rôle hyper important pour, au fait, en quelque part, prise en compte du fait de notre concitoyen qui est en souffrance, sans au fait l'isoler, sans le préjuger, et aller vers lui, ne serait-ce par une bonne écoute et plus les soins et la prise en charge sur le plan médical. Exactement, il faut leur tendre la main et ne pas les stigmatiser. Justement, ce sont des victimes. Et justement, aujourd'hui, on est là pour en parler. Et voilà, merci encore pour votre appel, Nassera. Merci. Pour votre fidélité aussi. Et Ma Famille, Ma Vie est à votre service, bien sûr. On est là toujours pour le service du citoyen. Merci encore. Merci. Bon courage. Merci. Bonne journée à vous. Oui. La société civile, c'est ça le rôle primordial. C'est d'accompagner ces jeunes. Il faut les comprendre, il faut les entendre, il faut le suivre avec eux. Il faut être comme eux, c'est-à-dire, il faut penser comme eux. C'est-à-dire, c'est ça la société civile. Notre rôle en tant qu'association, c'est ça notre rôle. C'est-à-dire de les accompagner, de les mettre à l'aise. Oui. Donc il y a quand même des centres qui sont spécialisés et je remercie parce que pour moi c'est une spécialité qu'elle joue un rôle très très important et c'est à eux de nous donner des directives
c'est-à-dire scientifiques, pour les accompagner plus et les mettre à l'aise. Justement, donc, il faut pas les... Chacun fait son travail. Notre association, c'est d'être à la disposition de la santé. Justement, vous faites le lien justement avec la santé, vous aussi. Est-ce que justement les personnes se déplacent vers vous et vous les orientez, comme pour l'association La Voix des Jeunes? Exactement. Alors, chaque jour, il vient les bénéficiaires, c'est pas leur famille, les bénéficiaires chez nous. Voilà. Alors c'est eux directement qui viennent, ils veulent s'en sortir et viennent vous voir. Ça passe pas comme ça. Alors, comment que ça se passe justement? Vous êtes là pour nous expliquer. Alors il frappe à la porte, bonjour, voilà, c'est l'association Flania, voilà. Que chaque personne, comment il l'appelle, association Essager, association de toxicomanie, en fait, quand c'est association Essager, carrément. Oui. Voilà, il vient pour faire le test des IST. Nous avons des tests rapides, HBS, HCV, syphilis et HIV. En parallèle, il vient demander les seringues. Donc, nous avons un plan d'action. Donc, dans le projet d'échange de seringues avec le ministère de la Santé, on fait distribution des kits de prévention, donc des produits non santé. Donc, le garrot, tampon alcoolisé, les seringues et tout. Voilà, il vient chaque jour. Pour éviter les contaminations. Pour faire la dose journalière des bénéficiaires, donc il vient demander. Parce que là, chez le pharmacien, il ne vend pas, carrément. Donc il vient, donc par la fin, il demande est-ce que vous avez la méthadone? Parce que là, les bénéficiaires, ils connaissent la méthadone. Donc de bouche à l'oreille, voilà la méthadone. On va les orienter. Mais par la fin, on ne peut rien faire. Par la fin. On oriente à Blida, en même temps à Cheraga. Donc je pense que c'est Cheraga. Oui, voilà. Cheraga, mais si tu penses. Non, je ne connais pas. Donc, voilà. C'est Cheraga et c'est Bodj el-Bahri aussi. Bodj el-Kifan plutôt. Ou bien un Cisa de Fouca. Cisa. Voilà, les trois. Voilà. On les oriente vers les trois. Fouca. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, le plan d'action, la procédure avec... D'accord. Donc vous les mettez en contact justement et on peut s'en sortir normalement. N'est-ce pas? Bien sûr, on s'en sort. Mais avant d'en parler, je vous propose de suivre un reportage sur Hassan, justement, qui est une victime qui a décidé de prendre sa vie en main, avec l'aide de son père aussi. Un reportage qui a été fait au centre de désintoxication de Constantine, un sujet de Rina Lerari. Pour Hassan, tout a commencé par une simple curiosité, une envie de découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux plaisirs. Une première dose de drogue est prise, puis une seconde. Au fil des jours, la toxicomanie s'installe et depuis, c'est littéralement la descente aux enfers. Entre cures de désintoxication et multiples rechutes, Hassan est entre autres dans une spirale infernale. La première fois, c'est un ami qui m'avait proposé un comprimé, sous prétexte que ça pouvait m'aider à décompresser et à vaincre ma timidité. Pour moi, c'était une simple expérience. La sensation était agréable et c'est devenu une addiction. Ma vie a basculé. Son comportement était inhabituel, il avait commencé à sortir tard le soir. Selon son humeur, je pouvais savoir son état. Quand il était euphorique, je comprenais qu'il était sous l'influence des psychotropes, car quand il est sobre, il est vraiment de mauvaise humeur. Déterminé à reprendre sa vie en main et redevenir maître de sa personne, Hassan s'est rendu au centre de désintoxication de Constantine pour demander une prise en charge, accompagné de ses proches qui l'ont soutenu dans sa démarche. Il a demandé de l'aide car il est déterminé à entamer une nouvelle vie. Il faut avoir une volonté de faire pour pouvoir s'en sortir et changer sa vie à nouveau. Selon les statistiques du premier trimestre de l'année en cours, 425 cas de toxicomanie ont été pris en charge, dont 143 nouveaux cas, et ce à travers une désintoxication médicamenteuse et un traitement psychologique. Les séances de psychothérapie sont nécessaires, pas seulement pour les patients, mais aussi pour leur famille. La désintoxication est un long et dur chemin à parcourir. Dans la plupart des cas, les patients rechutent et retombent dans l'addiction. D'autres, à l'exemple de Hassan, choisissent de continuer sur la voie de la guérison et de l'espoir d'une vie meilleure. Alors, une belle histoire. Et la famille est importante justement, le fait que le père accompagne son enfant, qu'il l'encourage justement pour se désintoxiquer, qu'il ne le stigmatise pas, parce que pour
pour certains parents, dès que l'enfant peut-être tombe dans cette addiction, on voit souvent des comportements, voilà, ils sont exclus, des familles déchirées, la personne est mise en quarantaine, on ne veut plus lui parler, on ne l'invite plus, on ne communique plus, mais le problème c'est que c'est ce qui complique aussi la situation, n'est-ce pas, docteur Azezia? Oui. Comme je disais tout à l'heure, il faut au contraire essayer de comprendre sa souffrance, pourquoi il est arrivé à cette situation, essayer de comprendre, s'informer davantage sur les addictions pour pouvoir mieux le soutenir et l'accompagner dans sa démarche thérapeutique. Oui. Et on s'en sort? Heureusement, on s'en sort. Heureusement qu'on s'en sort et on voit aussi des jeunes tous les jours sortir de tout ça, ce qui nous donne de l'espoir, ce qui nous laisse aussi travailler si dur parce que c'est pas facile d'aider un addict non plus. C'est pas facile tous les jours, ni pour les spécialistes, ni pour la famille. Il faut aimer l'addicto pour travailler dans l'addiction. Nous, franchement, quand on les voit reprendre les clés de leur vie, réussir leurs études, revenir vers nous, nous dire voilà, c'est bientôt ma soutenance, voilà, je me suis mariée, voilà mon projet professionnel, revoir des patients qui ramènent d'autres patients et les encouragent. Les encourage, qu'ils les mettent en lien, ils les ramènent, ils lui disent vas-y à la CGSA, j'ai été prise en charge comme ça, il les rassure, il explique le programme parce que c'est beaucoup plus facile d'écouter une personne qui a vécu ça que d'écouter une personne qui ne sait pas de quoi il parle ou quelqu'un qui n'est pas de la spécialité. Donc, on a vu des personnes, franchement, s'en sortir, mais revenir vers une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus joyeuse que ce qu'il y avait avant l'addiction, même avant l'addiction. Parce que pendant l'addiction, ils travaillent aussi sur eux-mêmes. Ils travaillent aussi sur eux-mêmes, donc forcément, leur vie est améliorée. Très bien. Et justement, avec l'association, est-ce que vous faites aussi appel aux ex-addicts, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, les personnes qui les anciens bénéficiaires. Voilà, ils se sont débarrassés de leur addiction, ils vont beaucoup mieux. Est-ce que vous faites appel à eux? Est-ce qu'ils vous aident justement sur le terrain à essayer de convaincre les addicts, ceux qui sont sous l'emprise d'une drogue, pour s'en sortir? Alors la plupart qui viennent à nous, par la fin, ils suivent, mais par la fin, il y aura toujours un échec thérapeutique. Donc à chaque fois, pas toujours. Bon, on va pas des fois toujours, heureusement. Ça fait partie. Voilà. Ça fait partie. L'échec fait partie de la cure. La règle que l'exception. Oui, d'accord. Voilà. Exactement. Il y aura des exceptions à chaque fois. Donc à chaque fois, il vient, donc il dit voilà, j'étais dans le quartier, j'ai pris une petite dose, donc je suis navré, mais à chaque fois, c'est la même chose. Voilà. Et parmi eux, ils rentrent dans le milieu naturel. Exactement. Par contre, on va leur rentrer ça avec un accompagnateur socio-sanitaire qui va s'occuper avec. Donc il va parler, il va faire des psychothérapeutiques avec eux, des séances de relaxation, les TCC, changement de comportement, etc. Donc voilà, mais nous avons, nous avons engagé ces bénéficiaires qui ont gagné dans cette, on va dire, leur toxicomanie, on va dire ça, dans leur lutte. Voilà. Contre cette addiction, oui. Cette addiction, exactement. Ils sont devenus des membres de l'association. Des membres éducateurs pairs qui vont en parallèle faire des séances de IEC, information et éducation, pour d'autres bénéficiaires. Très bien. On les appelle les patients experts. Les patients experts, exactement. Et justement, avant de devenir patient expert, on doit justement se débarrasser de cette addiction. Le processus, comment que ça se passe chez vous, comme la prise en charge? Oui, alors la prise en charge passe par différentes étapes et elle implique différents acteurs, donc médecins, psychiatres généralistes, des psychologues, l'assistante sociale également. Et donc, une fois le patient arrivé à notre niveau, donc on procède à l'accueil avec les psychologues, on l'informe des différents dangers des drogues, on essaye de le sensibiliser un petit peu. Ensuite, on évalue sa motivation. Donc on fait l'entretien motivationnel avec les psychologues, les psychiatres, et on essaye de travailler sa motivation jusqu'à arriver à une phase d'action, c'est-à-dire une phase dans laquelle le changement devient effectif et concret. C'est-à-dire que le patient commence déjà à diminuer les doses ou diminuer la fréquence d'utilisation des drogues. Et c'est là qu'on peut proposer un traitement. Donc c'est soit un traitement substitutif. Il y a certaines drogues qui ont un traitement de substitution. La méthadone, ce que disait... Voilà, par exemple la méthadone, par exemple la gabapentine pour la prégabaline, la méthadone pour les opiacés. Et pour les drogues qui n'ont pas de traitement de substitution, on propose un traitement symptomatique pour gérer le syndrome de sevrage et permettre aux patients de sortir... Justement, le sevrage, justement, quels sont les symptômes
pour informer aussi aujourd'hui. Et quels sont les symptômes qu'on peut voir chez une personne qui est en sevrage? D'abord, il faut savoir qu'il y a différents syndromes de sevrage, et un peu aussi en fonction de la drogue, qui est consommée. Et donc, mais en gros, c'est des troubles psychologiques d'abord, des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété, parfois même de l'agitation, des troubles du sommeil, parfois des troubles neurovégétatifs, des nausées, des tremblements, de la transpiration, des troubles digestifs. On peut avoir de la diarrhée, des douleurs abdominales, des vomissements. Parfois, il y a même des douleurs généralisées. Donc, ça dépend de chaque patient et de chaque drogue consommée. Je reviens vers vous dans un petit moment. Nous avons un autre appel. On a Fatiha d'Alger. Fatiha, bonjour. Ah, ça s'est coupé. Si vous pouvez nous rappeler, Fatiha, on est là jusqu'à midi, il reste encore 15 minutes. Donc, on attend votre appel. Oui, docteur Zezia. Voilà, donc on parlait du syndrome de sevrage. Et donc, nous, on propose un traitement symptomatique pour gérer cette épreuve difficile de la manière la plus confortable possible pour que le patient ne souffre pas beaucoup. D'accord. L'hospitalisation n'est pas toujours obligatoire? Elle n'est pas toujours indiquée, l'hospitalisation. Donc, on propose vraiment l'hospitalisation en cas d'échec thérapeutique en externe. D'accord. Ensuite, ça dépend aussi de la volonté du patient également. Donc, si le patient désire s'il est contre l'hospitalisation, quelque part, on ne peut pas l'obliger. On ne peut pas forcer aussi de la disponibilité. Bien sûr. Aussi. Et ça dure combien de temps pour s'en sortir, pour, on va dire, la cure, pour pouvoir sortir de ça, c'est à peu près combien de temps? La dernière fois qu'on en a parlé, on nous a dit 9 mois. C'est comme une renaissance. Avec notre addictologue qui était là présente avec nous, elle nous a dit en général, c'est à peu près 9 mois. Donc, c'est une nouvelle naissance, une renaissance, une nouvelle vie. Ça peut prendre 9 mois, ça peut prendre beaucoup plus? Ça peut prendre un petit peu moins, ça peut prendre beaucoup plus, mais il faut savoir qu'en général, c'est un long chemin à prendre. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer parce que, comme on disait tout à l'heure, la rechute fait partie du processus thérapeutique. Et donc, nous, quand on a des patients en rechute, on essaye de dédramatiser un petit peu pour ne pas les décourager, essayer de les encourager à désirer à nouveau le changement et reprendre le processus de changement. Et ça peut prendre du temps, mais ça diffère d'un patient à un autre, ça diffère d'une substance à une autre. Donc, c'est très relatif. On ne peut pas avoir une estimation exacte. Plus on commence tôt le sevrage, plus on a de chances de s'en sortir? En fait, la durée d'exposition aux effets des drogues peut conditionner la durée de traitement. Oui. Donc, si on a été exposé longtemps aux drogues, c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de temps à s'en sortir. Mais encore une fois, c'est pas vraiment, il peut y avoir des exceptions. Voilà. D'accord. Et la prise en charge des parents, justement, des accompagnateurs, on peut dire du mari, de la femme, est-ce qu'eux aussi ont besoin d'être encouragés pour pouvoir encourager la personne qui est justement addicte? Est-ce qu'ils ont besoin aussi d'un suivi pour pouvoir un peu décharger ce qu'ils ont sur le cœur, parce que ça ne doit pas être facile pour eux aussi. C'est pas facile du tout, parce que voir une personne souffrir dans son entourage proche, ne pas savoir quoi faire, ça reste aussi une souffrance à la personne. Voir son enfant, voir son frère, son mari, sa sœur, c'est toujours une grande souffrance. C'est pour ça que nous, à la CGSA, on propose toujours de la guidance parentale qui est aussi offerte à tout entourage de la personne. Parce que souvent, les personnes qui souffrent de l'addiction ont honte. Donc, des fois, c'est l'ami qui vient l'accompagner, des fois, c'est un voisin, des fois, c'est un oncle éloigné. Mais cette personne-là, tant qu'elle est désignée comme accompagnateur par la personne souffrant de l'addiction, c'est elle qui sera là et qui sera présente. C'est avec elle qu'on va travailler en étroite collaboration. D'accord. Alors, est-ce qu'on commence plus jeune, on commence la drogue et plus on aura de dégâts, on va dire, que ce soit sur la santé physique ou la santé psychique? C'est normal. C'est normal, l'exposition, plus elle est lente, comme elle l'a décrit le docteur là maintenant, plus les conséquences sont lourdes et plus aussi le fait de s'en sortir sera difficile. Si on commence à 13-14 ans, c'est pas la même chose que si on commence à 25 ans, 26 ans. C'est du cas par cas. On ne peut pas... C'est différent.
Ça dépend, chaque personne est unique. Effectivement, c'est juste. Voilà, chaque personne est unique. Oui. Parce que chaque personne, comme elle a dit, le docteur, a sa personnalité. Mais c'est à partir de 10 ans, c'est difficile. S'il va apprendre, il prend pas comme il y a 10 ans, ils ont pris. La drogue, 10 ans, 11 ans. S'il va prendre, ce sera très difficile. Mais ça dépend du caractère et ça dépend de l'environnement. Ce n'est pas aussi facile. Donc il y a plusieurs facteurs qui se manifestent à chaque fois. Et ça dépend de l'école, ça dépend comment il a pris la drogue. Est-ce que c'est par le plaisir? Est-ce que c'est par les facteurs diffèrent d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'il faut faire une étude approfondie et une anamnèse très vraiment détaillée, méticuleuse. Vraiment se concentrer sur la personne pour pouvoir détecter ses besoins, mettre en place une stratégie thérapeutique, un programme adapté à ses besoins. Sinon, on ne peut pas l'aider, c'est pas possible. Chaque patient est différent. Sinon, ce sera du tâtonnement. D'accord. Voilà, et là, on ne risque pas d'avoir de résultats. On ne risque pas d'avoir de résultats. Non, en tout cas, à la clinique, on travaille vraiment dans une méthode globale et vraiment spécifiée et stratégique parce que les personnes sont dans l'attente de résultats. Donc, ils attendent mon des merveilles. On entend des trucs comme ça, mais on travaille vraiment avec beaucoup d'amour et de discrétion. Discrétion, oui. C'est un suivi médical. Il reste un suivi extra, c'est-à-dire d'extérieur. Mais c'est les parents, en général, qui sont... Oui, ils parlent de la réinsertion sociale. Aussi, il y a par exemple, quand on voit, par exemple, des terrains, par exemple, des centres culturels, donc ça dépend des cas. Donc ça joue aussi, Tanik, parce que au lieu de se retrouver dans le quartier en clic, on va dire, à être influencé, il vaut mieux être occupé à jouer dans Parce que l'occupation aussi, il faut que le jeune adulte doit être pris en charge et occupé par des activités. On ne parle pas que des activités sportives. À différents niveaux. Barakallah, fait qu'il y a différents niveaux. On prend le cas de Bab Zouar, par exemple, 130 000 habitants. Il y a 15 des terrains de proximité, on ne cache même pas un centre culturel. C'est aberrant quand même. Un jeune, il veut faire de théâtre. Parce qu'il y a le théâtre, il y a la musique, il y a culturel. Quand on parle de culturel, c'est pas la musique ou là. Il y a la bibliothèque à son niveau. Je pense qu'il y a des bibliothèques côté non, mais pas ma bibliothèque, ma il y en a au niveau de Babzour, mais 15. Mais c'est une culture aussi qu'il faut inculquer à ses enfants dès le plus jeune âge, parce que ça fait aussi partie de l'éducation. Si un enfant qui n'a jamais baigné dans la culture, que ce soit dans les livres, dans la musique, dans ce genre de choses, c'est un peu difficile de... Parce que, non, la démocratie, elle commence par la commune. Donc la commune, elle joue un rôle très très important pour le développement durable. Quand on dit durable, donc la commune, elle va mettre en place. Il y a une Dar Shabab, voilà. Mais par exemple, on a fait Bab Zouar, il y a 2 Dar Shabab pour 130 000 habitants. Est-ce que c'est suffisant? Par exemple, on se trouve, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le football, alors qu'on a oublié le culturel. Bon, le sport, on n'est pas contre le sport. On n'est pas contre le sport. Le sport, il joue un rôle important, mais il y a aussi aspect culturel. La personne, un réel football, c'est-à-dire le sport, il est devenu foot. C'est pas basket ou là. Par exemple, une chauffeur des jeunes filles d'Eurobasket, mais quand elle arrive à la puberté, elle va arrêter. Pas forcément. Non, il va arrêter la puberté qui est à un certain niveau, dans les il faut une diversification des activités. Il faut. Madame, personnellement, je suis écœuré quand je vois, par exemple, qu'il n'y a que des terrains de proximité. Le football, des terrains, un centre culturel, un centre, par exemple, la boxe, le judo. C'est ça, donc il faut diversifier la diversification. Donc, médical, c'est-à-dire le suivi. C'est bon. Donc, il y a les addictologues, mais il y a d'autres aspects aussi. Il faut les prendre en charge. Aussi, en plus de ça. Et c'est l'application. Donc, on doit appliquer ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, de parler. Certes, c'est bon de sensibiliser. Des vraies solutions. Voilà. Concrètes.
Donc c'est l'application, c'est dans le terrain. Inch'Allah, peut-être l'année même l'autre, كاين مع la convention تاع l'union مع اسمها هذيك تاع communiqué de presse تاع l'ODC, c'est-à-dire les États-Unis اسمها l'ONU. Oui. L'ONU contre la drogue et la criminalité. On a signé une convention le 9 mai 2020 avec Hadouya. Peut-être l'impact jeunesse. L'impact jeune, c'est-à-dire jeunesse, c'est quelque chose d'excellent. Mais il faut les appliquer dans le terrain. Donc il faudra les recommandations, les plaidoyers. Inch'Allah, donc ils ont recommandé qu'il y ait le ministère de l'Éducation, qu'il y ait la Sûreté nationale, il y a l'Office national contre la toxicomanie. Ils ont signé une convention avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, et ça va se mettre en place normalement. Donc, normalement, le 9 mai avec le 20 mars, oui, ils ont le projet la nouvelle 04-18 concernant la prévention. Donc peut-être que la génération. On peut dire aujourd'hui qu'il y a une note d'espoir en tout cas. Voilà, on arrive déjà. Il va toujours avoir l'espoir. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est là et l'émission. Regardez comme ça, justement, l'émission prend fin. C'est déjà fini, 1h30, ça passe très vite quand c'est des sujets importants. Alors je rappelle, docteur Farah Azaizia, vous êtes médecin spécialiste psychiatre, merci d'avoir participé. Docteur Sonia Benali, vous êtes directrice adjointe clinique CGSA, psychologue spécialiste en addiction. Merci pour votre participation. Monsieur Rachid Difallah, président de l'association La Voix des Jeunes. Monsieur Mehdi Abbas, membre de l'association AIDS Algérie. Et nous avions eu aussi le commissaire Jazia Igarb, commissaire de police à la DGSN. Merci à vous tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Communiquez avec vos enfants, ne stigmatisez pas justement les personnes victimes d'addiction. Et bonne journée à vous et à demain, 10h30 sur Canal Algérie.